Bonjour Fred, bienvenue dans l'émission Transmission. J'ai le plaisir d'avoir comme invité Fred Colantonio aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors Fred, toi tu es auteur, conférencier, entrepreneur. Et récemment tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Marquer les esprits à tous les coups ». Ou presque. Oui, c'est le petit dernier. Voilà, donc c'est le petit dernier d'une série de 10, je pense, c'est ça ? Je sais plus. Oui, c'est ça. Ouais. Exact. Alors, pour toi, la communication, que ce soit à la maison, entre amis ou au travail, c'est essentiel. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu t'es tournée vers la communication ? Comment est-ce que c'est né cette envie de mieux communiquer chez toi ? Bah, écoute, je crois que de manière peut-être surprenante pour ceux qui ne me connaissent pas, mais de manière évidente pour les autres, c'est les études de criminologie qui, au final, par la nature même de leur angle d'attaque qui est d'essayer de comprendre ce qui fait qu'un individu dans un groupe social finit par dévier de la norme, la diversité des cours de ces études-là amène nécessairement à s'interroger sur ce qui fait que des gens comprennent bien les règles que le groupe social émet. Quand je dis les règles, c'est pas nécessairement la loi, tu vois, c'est aussi les normes informelles, c'est la manière dont les gens interagissent entre eux, et ce qui fait que tu as des personnes parmi nous, en tant qu'être humain, qui prennent des écarts plus ou moins grands par rapport à ça. Et donc, si tu veux, le seul truc que j'ai un peu gommé par rapport à la crimineuse, c'est l'angle vraiment délinquant, criminel. Ça fait plus de 15 ans maintenant que j'ai laissé ça de côté. Par contre, la déviation de la norme pour innover, pour devenir de meilleurs leaders, pour avoir de l'influence, pour être... j'allais presque dire être charismatique, mais c'est un mot que je n'aime pas et j'en parle dans le bouquin d'ailleurs, c'est éviter le piège des déterminismes. Donc, quand les gens croient que quelque chose est donné, et quand c'est lié à des sujets propres au comportement humain, à la communication, aux interactions avec les autres, souvent, à un moment ou à un autre, ça m'intéresse de me dire, tiens, est-ce que, du point de vue d'un criminologue, mais sans le côté crime, évidemment, est-ce qu'il y a moyen de regarder ça un tout petit peu différemment, ou est-ce que effectivement on est charismatique ou on ne l'est pas Est-ce qu'on est avec question, est-ce que c'est adressé à tout le monde ? Est-ce que tout le monde a cette capacité de développer une meilleure communication et d'être peut-être, quand tu dis charismatique, vraiment aligné en fait avec ce qu'on est et donc pouvoir émaner et avoir une certaine aura en fait. Mais bien sûr, le problème c'est que les gens prennent ça comme le point de départ. Ils croient qu'il faut être charismatique pour bien s'adresser aux autres. Et la réponse est évidente, c'est que Barack Obama n'est pas né Barack Obama. Il est né Barack d'abord. il a dû devenir Obama. Et quand on se méprend en se disant, c'est un des freins majeurs, hein, c'est de se dire, ah oui, mais moi je l'ai pas, c'est pas pour moi, je ne l'ai pas, je ne suis pas, je suis trop peu, je n'ai rien à dire, je n'y arriverai jamais, j'ai peur du ridicule, patati patata. On imagine qu'il faut d'abord ne pas avoir trop, pour après pouvoir, spontanément, se mettre face aux autres. Bon, il y a certaines personnes qui me connaissent sous la casquette de conférencier. Le bouquin est beaucoup plus large que ça. Ça s'adresse à des jeunes qui doivent passer un entretien d'embauche. Ça s'adresse à des entrepreneurs qui doivent présenter un projet. Ça s'adresse à toute personne. Ça s'adresse à nous, en train d'échanger maintenant. Tu vois, comment est-ce qu'on peut espérer avoir un maximum d'impact sur le message que nous voulons transmettre. Oui, tu dis que c'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on a naturellement d'office en nous, mais que c'est accessible. Et tu dis, à l'école, en fait, on n'a pas spécialement les clés. On nous donne pas les clés pour développer cette communication. Ah, mais ni à l'école, ni à la maison. Je veux dire, depuis le 18 ou le 19e siècle, les cours, alors c'est des vieux noms un peu barbants, c'est clair, mais tout ce qui est rhétorique et éloquence, ça a disparu des programmes en Europe. Ça signifie que la rhétorique, l'art de convaincre, n'est plus enseigné, et que l'éloquence, l'art de bien parler, n'est plus non plus au programme. Et rappelle-toi, quand tu as dû, jeune étudiante, alors, prendre la parole pour la première fois devant tes camarades de classe, c'est souvent une expérience qui est retenue comme étant pénible, un obstacle, un truc difficile, qu'on espère qu'il va passer le plus vite possible, et qui laisse plutôt des traces, mais rarement favorables. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, selon toi, justement, dès le plus jeune âge, ou même aux étudiants, qui pourrait en fait mettre à l'aise et dédramatiser cette prise de parole en public ?
Alors, c'est très intéressant de parler des étudiants, mais je rappelle que ça s'adresse... Tu serais surprise du nombre d'entrepreneurs, du nombre de patronnes d'entreprise, du nombre de cadres, donc des gens qui ont des responsabilités, des gens dont tu pourrais te dire, eux, ils sont à l'aise parce qu'ils savent décider, ils ont une capacité à initier des projets, à mobiliser des équipes, etc., et qui, malgré tout, ont la pétoche derrière, quoi, et donc qui trouillent, qui ne savent pas comment on fait, et qui consultent des gens comme moi, parce que simplement, je ne suis pas né meilleur. Je ne dis même pas que je le suis devenu, simplement j'ai pratiqué. Et à un moment, alors je sais que c'est plus très à la mode comme mot, mais la notion d'entraînement, d'effort, de pratique répétée, c'est un des 7 tuyaux que je donne à la fin du livre, c'est viser la répétition plutôt que la perfection. D'accord, donc il s'agit vraiment de s'entraîner. C'est vraiment s'entraîner parce que le fait d'être décomplexé, le fait qui fait que je peux parler avec toi ici devant le micro en étant relativement serein, il y a quand même 960 ou 965 conférences depuis les 10 dernières années derrière, quoi. Ouais. Donc quand les gens te voient tenter, ils disent « Ah, mais pour toi c'est facile, c'est naturel ». Moi ça me fait gentiment rire, tu vois ça, parce qu'ils m'auraient vu il y a 10 ou 15 ans quand j'ai eu mon premier groupe où il y avait 6 personnes et où j'avais le trouillomètre à 0. Mais tu n'es pas du tout dans la même configuration. Je ne veux pas jouer la blague de l'ancien timide, etc. Ce n'est pas ça, c'est juste qu'à un moment, si on lève la barrière de soi et la barrière de l'autre, on peut créer de la magie. Ouais. Parce est-ce qu'il y a une peur, en fait, au moment où est-ce qu'on communique avec l'autre, où on se met à nu, entre guillemets? Est-ce qu'en fait, cette maladresse de communication serait liée à une peur? On pourrait dire qu'il y a une multitude de peurs, mais principalement, il y en a de 3 ordres. La première, c'est, citons Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Donc, je vais postuler que nécessairement, les autres vont venir m'écouter... de manière mal intentionnée, tu vois, ils me sont hostiles, ils vont chercher à se moquer, ils ne vont retenir que ce qui ne va pas, ils vont voir les petits détails qui font que je tressaille ou que j'hésite, tu vois, un peu comme maintenant, je parle de manière naturelle, mais ce n'est pas le langage parfait. Tu vois, ce n'est pas fluide, mais c'est mon langage, c'est comme ça que je m'exprime. Ouais. Et donc, comme je le dis souvent, je préfère chercher à être efficace et imparfait plutôt que de vouloir être parfait et jamais satisfait. Je me dis, autant y aller si, dans ce qu'on échange, toi et moi, dans les personnes qui nous écoutent et nous regardent, elles retiennent un truc, ça leur donne envie de tester quelque chose, je préfère ça, plutôt que de répéter devant mon miroir pendant des heures et avoir l'impression que c'est jamais suffisamment bon, tu vois. Et à ces personnes qui vont nous écouter, qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil? Comment est-ce que toi, tu t'es libéré du regard des autres? Alors, ça vient de l'intérieur. Donc, et c'est la deuxième peur, c'est que parfois, nous n'avons pas besoin des autres. Quand on veut créer notre propre enfer, on s'en tire très, très bien tout seul, tu vois. Donc, à un moment, c'est... alors, je donnerai un truc ou l'autre qui sont dans le bouquin. Le premier, c'est si vous avez une particularité, vous rougissez, par exemple. Je prends toujours cet exemple-là parce que, étonnamment, ça revient assez régulièrement. De dire, oui, mais moi, je sais que je rougis ou alors que j'ai la voix qui tremblote un peu, etc., etc. Mais il faut le dire. Il suffit de commencer par là. Quand j'interviens en conférence en France, ou au Québec, ou dans le Maghreb, une des premières choses que je dis, c'est « Je viens de Belgique, vous l'entendez certainement à l'accent ». Et dédramatiser aussi, en fait, la rougeur, le tremblement de voix, l'accent éventuel. Dès le moment où tu dis à quelqu'un, de nouveau, que tu sois en face à face pour un entretien d'embauche, que tu sois devant ton patron, que tu sois devant des investisseurs potentiels, que tu sois même dans une situation plus perso ou privée, quoi. Mais où tu sais que quand tu prends la parole, tu sens que t'as chaud aux joues, t'as les oreilles qui sont bouillantes, et tu te dis, bon, je dois vraisemblablement être toute rouge. Mais le mieux, c'est de dire, il est très probable que j'aie le visage tout rouge, quoi. Alors, j'ai pas bu de vin avant de venir. D'une part, et d'autre part, c'est que ça a de l'enjeu. D'insérer en fait l'humour dans la communication. Est-ce que l'humour peut aussi être un outil pratique? Toujours. Nous gagnons systématiquement à sortir du rôle qui est attendu. Je parle évidemment des gens qui ne sont pas humoristes. Tu vois, ça peut aider certaines personnes qui voudraient aller vers ces carrières-là, mais le bouquin n'est principalement pas adressé, je dirais, à des personnes qui sont en mode stand-up. Le but du jeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut... Alors, si j'étais complètement franc, et tu mettras peut-être un bip quand je dis ça, mais comment est-ce qu'on peut retirer le balai qu'on a dans le derrière dès le moment où on n'est plus nous-mêmes parce qu'on a quelqu'un en face de nous, tu vois? Et par rapport à ça, l'humour est effectivement une arme de séduction massive. Ça ne veut pas dire essayer de faire des blagues. Là, pour le moment, je ne pense pas être le mec le plus drôle de l'année. C'est pas le point. De nouveau, je suis pas un humoriste, je ne sers pas à vendre un spectacle.
spectacle, tu vois. Mais à un moment, c'est amener une certaine forme, on pourrait presque dire de décontraction, tu vois. C'est montrer le côté, c'est pas montrer la casquette qu'on a, c'est montrer qui on est. Et est-ce qu'au final, on n'est pas d'humain à humain, en fait? Mais bien sûr. Cette casquette-là, on l'oublie aussi, qu'avant tout, comme tu disais, Barack est d'abord Barack, avant de devenir Barack Obama. Oui. C'était un petit être humain, etc., qui était en relation avec les autres, comme n'importe qui. Oui, bien sûr. Et puis, tu peux regarder des tas d'exemples. On a des gens qui ont eu des carrières incroyables. Je ne dis pas que je cautionne d'un point de vue politique leurs choix, leurs orientations, etc., peu importe. Mais tu regardes quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, par exemple, c'était pas un grand orateur, quoi. Mais par la fonction, par le fait qu'il a dû s'entraîner. C'est souvent un exemple qu'on prend par rapport à soit des tics de langage ou des approximations par rapport au français, voire des tics gestuels, où on sait bien qu'il veut un peu l'épaule, etc. Mais au final, on s'en fout. Qu'est-ce qui reste ? Ce qui reste, c'est ce qui va passer. Exactement, et ça c'était une de mes questions suivantes. Comment rendre, parce qu'il y a ce fait de dépasser cette peur, d'oser prendre la parole en public, mais une fois que cette peur est dépassée, que ce risque est pris, entre guillemets, comment rendre son discours impactant? Parce que ça c'est un sujet, je pense, que tu abordes dans ton livre. Oui, c'est toute la première partie, c'est vraiment un gros morceau dans le livre. J'ai remarqué que la plupart du temps, tout ce dont on vient de parler peut être minimisé très fort, donc les peurs, les tics, etc., peuvent être diminués assez sensiblement dès lors qu'on a une structure claire, dès lors qu'on a une espèce de plan, si tu veux. Alors si le plan est trop complexe, ça ne marche pas parce qu'on finit par se focaliser sur le plan, donc on oublie la personne ou les personnes que nous avons devant nous jusqu'à l'assemblée. Mais si on a une charpente qui est assez simple et que je présente dans le bouquin, ça nous permet d'être beaucoup plus confort sur notre attitude en général, tu vois. Et souvent, ça donne un minimum de confiance, en tout cas le minimum suffisant pour oser y aller. Oui. Et on va en parler juste après la courte pause musicale. Alors, on est dans l'émission Transmission avec Fred Colantonio. Fred, tu es auteur, conférencier, entrepreneur. Récemment, tu viens de sortir un bouquin qui s'appelle « Marquer les esprits à tous les coups, ou presque ». Oui. On était en train de parler que la structure était importante pour créer un discours impactant. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, en fait, quelques astuces dans cette structure pour rendre son discours interpellant et mémorable? Alors l'idée, en tout cas le scénario que j'utilise, il repose sur une espèce de logique de poupée russe, si tu veux. Donc, ce que je vais expliquer ici, c'est le premier niveau des poupées. Et bien entendu, dans chaque segment, tu peux descendre et avoir un niveau de profondeur qui te permet de parler 5 minutes d'un sujet ou 50 minutes d'un sujet. Tu vois, et c'est ce que je fais d'ailleurs pour le bouquin. Ici, je vais te donner les 3 têtes principales pour avoir les éléments de base de la structure, mais chaque tête peut être subdivisée à chaque fois en plein de tiroirs, quoi. Donc à toi de voir en fonction du temps qu'on a, si tu veux que j'aille dans un tiroir plus que dans un autre. Les 3 têtes de pont principales, si tu veux... Alors, un tout petit préalable, même si ça illustre déjà ce que je vais raconter, c'est que ce scénario, je l'ai en partie construit, mais surtout, je l'ai identifié chez de grands communicateurs. Donc Quand tu dis identifier, tu t'es inspiré de grands communicateurs? Oui, oui. Donc, il y a une espèce de melting pot, si tu veux, entre l'art oratoire que Steve Jobs avait développé, qu'on aime bien Apple, qu'on n'aime pas Apple, on s'en fout, qu'on aime bien le gars, qu'on n'aime pas le gars, on s'en fout. C'est quand même quelqu'un qui, quand il était sur une scène, avait la capacité à marquer les esprits. Et donc, ce que j'ai pu, à force de regarder des discours, que ce soit la présentation de l'iPhone, de l'iPad, le lancement de l'iPod, le fameux discours à Stanford aux étudiants, etc., c'est qu'il y a une rythmique qui revient systématiquement. Et donc, ça a constitué, si tu veux, ma base de travail pour me dire, tiens, chez d'autres, est-ce qu'il y a un peu les mêmes ingrédients qui sont repris? Et donc, j'en ai fait une espèce de synthèse personnelle et c'est ça que je partage. Le premier temps, et c'est celui que très souvent on oublie en réunion, en entreprise ou quand on prend la parole de manière générale, c'est le fait de donner du contexte. Ok. Et donc, c'est avant de rentrer plein pot dans le cœur de notre sujet, si tu veux, c'est un tout petit moment de recul qui permet de créer la connexion. J'allais dire connecter les interlocuteurs. Exactement. C'est-à-dire de quoi est-ce qu'on va parler? Est-ce que tout le monde est au diapason? Oui, c'est même pas encore de quoi... Tu peux même te permettre de ne pas être directement dans de quoi est-ce qu'on va parler. C'est Quelle serait une phrase type alors pour contextualiser? Très régulièrement, les grands orateurs s'adressent toujours à leur audience. Toujours.
Donc si tu parles à des patrons d'entreprise, mais c'est toujours intéressant de commencer par ok, l'actualité des patrons d'entreprise aujourd'hui, on sait que c'est ça. Même si toi tu vas parler d'un tout petit morceau de cette actualité générale. Et là c'est déjà une accroche. En tant qu'auditeur, on a envie de se dire tiens, ok, cette personne-là se met à notre place, elle est intéressée par notre fonction. Oui, c'est ce qu'on appelle, techniquement parlant, c'est ce qu'on appelle l'exorde. C'est l'espèce de phase où on se met un peu sur j'allais presque dire la même fréquence vibratoire, un peu sur la même longueur d'onde, tu vois. C'est se dire, ça permet aussi, si tu veux, à l'individu d'apprivoiser l'autre et de se dire, d'accord, il parle vite, ce qui est un de mes défauts. Là, c'est généralement, ok, il parle vite, il parle lentement, il a un accent, il est grand, il est petit, il a l'air sympa, ça a l'air drôle, ça a l'air dynamique, ça a l'air sérieux, ça a l'air professoral, tu vois. Oui. On ne se rend pas compte à quel point le cerveau fait toute une série de critères. D'analyse. Il passe au spectre toute une série de choses en quelques secondes sur la personne qui est en face de nous. De nouveau, qu'on soit dans une assemblée de 1000 personnes parce qu'on assiste à une conférence ou qu'on soit en face à face parce qu'on rencontre quelqu'un la première fois. Mais donc, c'est important, si tu veux, dans cette phase de création de contexte, de permettre cet apprivoisement. Tu ne rencontres jamais quelqu'un en lui demandant à la première rencontre, la première question que tu poses, tu vas jamais demander les convictions politiques, religieuses, sexuelles, tu vois, c'est des questions qui sont beaucoup trop intimes. Ça peut se faire quand tu as instauré une relation. Et qu'il y a un cadre de confiance aussi. Et qu'il y a un cadre de confiance qui est créé. Et ce premier temps, donner du contexte, permet ça, tu vois. Oui. Ça, c'est vraiment essentiel. Dans le fait de donner du contexte, tu peux aussi, bien entendu, annoncer ce qui va se passer, tu vois. Est-ce que c'est important de définir la structure, de se dire, voilà, de quoi est-ce qu'on va parler, paf, ou alors, d'entrée de jeu, toi, tu commences en contextualisant, j'entends, et en... Toujours, moi je t'ai dit ici qu'il allait avoir 3 points, mais ça permet aussi bien à toi qu'à moi de se dire, ok, par rapport au temps qu'on a disponible, qui est d'une petite dizaine de minutes, 3 points, normalement c'est gérable. Je t'aurais annoncé, j'ai 56 points de passage qu'il faut absolument citer dans un même ordre pour qu'on aille au bout du sujet, tu m'aurais certainement dit, oula, on s'est mal compris, tu vois, ça va être court. Et je disais juste avant la pause musicale que le fait d'avoir une structure rassure, eh bien le fait d'avoir 3 points, d'un point de vue mnémotechnique, tu limites le risque de la page blanche ou du trou de mémoire, tu vois. Ces 3 points pour ceux qui nous écoutent. Donc le premier, c'est donner du contexte. Ça, c'est vraiment un temps fondamental, au cours duquel on va à la fois créer la connexion avec le public, on va aussi annoncer ce qui va se passer et surtout, on va formuler une promesse, on va annoncer quelque chose. On va dire, à la fin de notre échange, vous aurez ça, tu vois. Le deuxième temps, c'est précisément développer 3 points clés. Quand tu rentres dans ton argumentaire, quand tu rentres dans la partie où vraiment tu dois amener l'autre à adhérer à tes idées, de son plein gré, et donc il s'agit quand même de convaincre en fait cette personne qu'on a en face de nous. Est-ce que toi tu veux convaincre ou est-ce que tu veux faire passer un message ? Alors, ton message. C'est intéressant, toute une partie du livre est consacrée justement à c'est quoi l'influence, c'est quoi le fait de convaincre et c'est quoi manipuler. Alors, c'est clairement pas de la manipulation, même si certaines des techniques qui sont là peuvent être utilisées, entre guillemets, à mauvais escient. Le but du jeu, quand on veut marquer les esprits, le sous-titre du livre, c'est l'art d'avoir de l'impact ou comment devenir mémorable. Donc, bien entendu, le résultat souhaité, il fait pas débat. On cherche à ce que les gens puissent se dire... Ok, ce type-là, cette nana-là, il s'est passé quelque chose. Quand elle a parlé, j'ai écouté. Quand il y a eu le podcast, je suis allé jusqu'au bout. Bon, alors ça ne dit pas que ça marche tout le temps. C'est pour ça que c'est à tous les coups ou presque. Hein. Mais donc, l'intention, en tout cas, elle est celle-là. Et la manière d'y arriver, ce n'est ni de convaincre, ni de manipuler. Parce que convaincre implique d'une manière ou d'une autre un rapport de force où tu gagnes par rapport à l'autre. Donc, tu l'amènes à changer de point de vue. Et donc... Je suis pas contre, philosophiquement parlant, le fait de dire convaincre, pourquoi pas, ça m'empêche pas de dormir. La seule chose, c'est que parfois, au nom du fait de convaincre, tu as eu d'ignobles vendeurs il y a des années qui te vendaient des encyclopédies alors que tu n'en avais pas besoin, tu vois. Et la manipulation, on sait que c'est pire. Le but du jeu, le vrai but du jeu, et c'est toute la magie de l'influence, c'est amener l'autre à adhérer de son plein gré. Que lui soit convaincu lui-même. Oui. Et donc, pour reprendre les étapes, 1, contextualiser. Oui. 2, créer 3 points clés. Développer 3 points clés, systématiquement. C'est la marque des grands. Alors et la 3e étape, c'est d'enfoncer le clou. C'est le truc qu'on oublie tout le temps. Et j'ai la petite phrase qui va avec, c'est enfoncer le clou pour marquer le coup. Les gens oublient tout le temps
la phase de clôture, si tu veux. Et tu la vois très fort chez les grands orateurs, quelqu'un comme Steve Jobs, par exemple, quand il présente l'iPhone, il n'annonce pas comment le truc s'appelle. Il l'annonce à la fin. Il dit « et on l'a appelé iPhone ». Et il ne s'arrête pas à ça. Le slogan qu'il met juste derrière, c'est quoi ? Today, Apple is going to reinvent the phone. Aujourd'hui, Apple réinvente le téléphone. Et c'est marqué derrière lui. Qu'est-ce que, en temps réel, les tweets, les posts Facebook, la presse a relayé comme message ? Celui-là. Apple réinvente le téléphone. Point. Tu vois ? Et les détracteurs, même, ont utilisé ça en disant non, Apple ne réinvente pas le téléphone. Mais ils ont quand même utilisé le slogan ou la formule, tu vois, qui était celle-là. Il a exactement choisi le message qu'il voulait livrer. Et donc, enfoncer le clou, c'est ça. Ça peut aussi être le fait de citer une personne tierce. Tu vois, très souvent, des grands orateurs terminent par une citation pour donner un peu d'élan ou d'aspiration. Et surtout, ils répètent le message clé. Oui. Et là, tu parles d'inspiration. Qu'est-ce qui t'a inspiré, toi ? Et c'est 2 questions. Qu'est-ce qui t'a inspiré et qu'est-ce qui te nourrit dans ce métier ? Ce qui inspire, c'est la connexion, c'est les autres. Moi, j'ai la chance de faire un métier, je le dis parfois, quand j'ai ma casquette de conférencier, t'as quand même la chance de faire un métier où t'es applaudi à la fin, quoi. Tu vois, quand t'as bien bossé. Est-ce qu'il y a une sorte, du coup, de quête de reconnaissance ? Non, pas du tout. Non. Alors, je ne cherche pas les applaudissements pour les applaudissements. Ce que je veux dire, c'est quand tu sais qu'il y a eu une connexion, quand tu sais que t'as réussi à transmettre quelque chose, tu le sens. Parce que les applaudissements sont plus nourris, parce que les gens se lèvent, parce que les gens viennent te voir après avec des espèces d'étoiles dans les yeux, parce qu'ils te connectent après sur LinkedIn, sur Facebook, ils t'envoient un message, parfois des mois après. Parfois des mois après, les gens qui te disent « Moi, je t'ai vu en conférence, je te connais, mais tu ne me connais pas parce qu'on était dans une salle et on était 500, j'ai pas osé venir te trouver, peu importe. Mais ce jour-là, j'ai retenu ça et j'ai fait ça. » Et si ta phrase à toi, comme celle d'Apple, donc c'est quoi l'iPhone, tu peux me répéter la phrase ? C'était aujourd'hui, Apple réinvente le téléphone. Voilà, Apple réinvente le téléphone. Quelle serait toi ta phrase message ? Par rapport au livre, tu veux dire, ou au fait de marquer les esprits ? Par rapport au fait de marquer les esprits, oui. Par rapport au fait de marquer les esprits, moi je dirais que je dirais marquer les esprits, je dirais 2 choses. Ou 3 si tu me le permets, donc c'est une phrase peut-être un peu longue, il faudra que je la travaille, comme c'est la première interview que je fais sur le bouquin, je dois peut-être moduler le message, mais marquer les esprits, 1, c'est créer notre propre alchimie. Donc il n'y a pas de règle universelle et c'est pour ça que je donne des éléments de structure que les gens peuvent s'approprier. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de faire comme. Donc bien entendu, je ne dis pas aux gens vous devez faire comme Steve Jobs. D'ailleurs, je prends des contre-exemples parfaits du bonhomme pour leur donner plein de latitude. Donc je pourrais dire une de mes grandes phrases, marquer les esprits, c'est créer votre propre alchimie. Je pourrais dire aussi, marquer les esprits, c'est avoir l'obsession de l'autre. Et je suis content qu'on ait parlé des applaudissements parce que tu ne peux pas imaginer marquer les esprits durablement si ce que tu recherches, c'est à ta propre gloire. Donc si je me lève le matin en disant ce que je veux, c'est que les gens m'applaudissent, en fait, ça ne marche pas. Il y a un minimum d'empathie, de capacité de se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que lui recherche ? L'obsession, quand je prépare une conférence, quand j'écris un livre, quand je parle avec toi dans le podcast, c'est de me dire qu'est-ce que les gens vont pouvoir retirer, le mot-clé. On ne retient jamais tout. Et ça, on doit être très à l'aise avec ça. C'est très futile, en fait, ce qu'on fait. Hein. C'est sûr qu'à l'échelle de l'humanité, c'est pas le podcast du jour que les gens vont peut-être retenir. Mais s'il y a dans les auditeurs une personne qui se dit ça je comprends, ça j'ai envie de le mettre en place, ça déclenche quelque chose chez moi, ça fait partie de mon ressort, mon moteur à moi c'est d'allumer des lumières. Si ça allume une lumière chez quelqu'un, alors là j'ai eu raison de me lever le matin, tu vois. Okay. Et on arrive déjà dans la fin de l'émission. Quel est le message que toi tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? C'est la 3e phrase que j'aurais pu utiliser, hein, donc soit de créer notre propre alchimie, enfin pas soit, c'est tout en même temps, mais créer notre propre alchimie, avoir l'obsession de l'autre, et je dis souvent marquer les esprits, c'est emmener ailleurs, tu vois. Et donc, à un moment, si tu arrives à faire que les gens, à travers tes mots, se projettent dans leur propre imaginaire, dans leur propre histoire, dans leur propre vécu, dans leurs propres enjeux, défis, envies, aspirations profondes, alors là, t'as gagné. Parce que tu sais qu'à travers des mots qui sont spécifiques, c'est les tiens. Mais tu crées un discours universel. Et quelle est la petite mission que tu donnes aujourd'hui aussi à nos auditeurs, ces auditeurs qui aimeraient bien peut-être avoir un discours impactant ou être plus à l'aise en public, en communication ? Quelle est la mission que tu donnes en 20 secondes ? Parce qu'il nous reste très peu de temps. Alors moi, en 20 secondes, je vous dirais profitez de chaque occasion comme une répétition.
que vous parliez avec votre enfant, avec votre mari, avec votre collègue, avec votre patron, avec un client, peu importe, chaque occasion de parler est une opportunité de mieux vous exprimer. Parfait, quel beau mot de fin. Merci beaucoup Fred. Donc on Merci, était dans l'émission de transmission avec Fred Colantonio, auteur, entrepreneur, conférencier, spécialisé dans la communication. Vous avez sorti un nouveau bouquin récemment, Marquer les esprits à tous les coups, ou presque. Où est-ce qu'on peut le trouver ce livre ? Alors il est en librairie en Belgique, partout, oui. Et en stock ou sur commande, mais en tout cas on est diffusé en librairie. Sinon sur le site latitudedeshéros.com, et même si ça fait parfois mal de le dire, c'est quand même une réalité, il est aussi sur Amazon, et il est dans les dérivés, il est aussi en version numérique pour celles et ceux qui ne veulent plus acheter du papier. Parfait, donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, merci Fred d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.